Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous indiquer l'appropriation des tableaux de contrôle pour que vous réalisiez les autocontrôles alors que vous êtes sur vos travaux pour faire votre première validation. Donc, l'objectif est effectivement de faire suffisamment d'autocontrôle pour que cette première validation soit de qualité suffisante pour répondre aux normes de la campagne qui sont de faire une validation suffisamment exhaustive et de qualité pour pouvoir être considérée comme première validation. Les validations non exhaustives pouvant conduire à ne pas être retenues sur la date de validation et entraîner des pénalités de retard si le cas enfin, si la validation correcte était réalisée post 30 juin. Ensuite, il y aura deux autres webinaires, un le 2 juin sur l'analyse via les tableaux de contrôle et la base de coûts, donc l'utilisation de vos données au travers de l'utilisation de la base de coûts. Et ensuite, un autre module, Marie, j'ai perdu la date. Bon, un autre module, un webinaire 3. Le 2 juin. Non, c'est le deuxième, le 2 juin. Voilà, et le 7 juillet, le troisième. 7 juillet, voilà. Et le troisième qui sera le 7 juillet, où là, compte tenu de tous les travaux qui auront, de toutes les validations qui auront été faites, des travaux de cette campagne, etc., on reviendra sur les erreurs méthodologiques les plus fréquentes, leur résolution et les objectifs d'amélioration pour les données des validations suivantes. Donc, le séminaire va se dérouler selon les parties suivantes. Un petit rappel du processus avec essentiellement pour les nouveaux, les problématiques de plateforme, récupérer les informations, etc. Les contrôles de découpage analytique, les contrôles liés à Arcane et les contrôles liés à Aramis avec les contrôles des données d'activité. Donc, le processus, c'est effectivement de vous rappeler comment accéder à vos tableaux de contrôle, reprendre la liste de ces tableaux de contrôle et vous expliquer qu'il y a un guide de lecture de ces différents tableaux de contrôle. Essentiellement pour les nouveaux, le point important, c'est que donc, vous allez transmettre vos données au travers des deux logiciels. Donc, Arcane qui a été ouvert un petit peu plus tôt au mois d'avril sur la campagne, où il y avait possibilité de télécharger vos données Arcane. Ensuite, vous allez transmettre vos données sur les données Aramis donc, que vous avez pu générer au travers d'un classeur que vous retransmettez ensuite sur la plateforme de la TIH. Et quand vous transmettez et vos données Arcane et vos données Aramis, vous avez possibilité de commander un traitement qui vous permet de récupérer vos tableaux de contrôle. Vous pouvez très bien commander un traitement sans valider, c'est même recommandé puisque c'est là où vous avez vos autocontrôles à faire. Conclusion de l'autocontrôle, vos données sont satisfaisantes, vous vous rendez compte que vos tableaux de contrôle, vous avez fait les principaux contrôles qu'on va évoquer, vos données vous semblent correctes et vous pensez que votre superviseur peut, de façon valide, regarder vos éléments et vous indiquer les corrections à apporter. Dans ce cas-là, vous allez valider vos données. Du moment que vous validez vos données, nous recevons un mail nous en informant et nous allons sceller vos données sur la plateforme de façon à ce que vous ne fassiez pas de nouvelles corrections pendant qu'on est en train de regarder vos tableaux de contrôle et de faire la supervision. Au contraire, vous vous rendez compte, notamment en vous rapportant à ce qu'on va raconter aujourd'hui, que vous avez des éléments qui nécessitent correction dans vos tableaux de contrôle. Donc, vous allez reprendre vos données Arcane et ou Aramis et recommander, faire les corrections nécessaires et recommander des tableaux de contrôle jusqu'à arriver à cet objectif de données exhaustives et correctes vous permettant de valider vos informations. Pensez bien, quand on aura fait la supervision, qu'on vous aura retourné le fichier navette vous indiquant les corrections et explications à apporter, que pour reprendre la main et faire vos nouveaux travaux et vos nouvelles validations, vous allez devoir dévalider vos données. Nous, on n'aura que décelé, il faut que vous dévalidiez pour faire vos corrections. Donc ça, c'est important, c'est des erreurs qu'on a classiquement au départ.
Sur la plateforme IPMSI, vous retrouverez tous les éléments de documentation dont en général on vous parle, et notamment on vous parle dans le fichier navette. Donc, vous avez un point d'accès quand vous vous connectez avec toutes les documentations, en l'occurrence de l'ENC MCO 2021, et vous pouvez récupérer les liens pour les téléchargements des logiciels Arcane et Aramis, et depuis plusieurs campagnes, le logiciel Visual ENC qui vous permet de récupérer des éléments que nous, en tant que superviseurs, nous n'avons pas, qui sont la liste de vos ATP. Donc là, Marie vous en parlera tout à l'heure, c'est quand on est sur les ATP Aramis. Nous, on ne récupère que les tableaux de contrôle pour vous expliquer ce que l'on pense être à regarder, à corriger ou à expliquer. Mais vous avez ces éléments de Visual ENC qui vous permettent d'identifier directement où sont les problématiques. Donc, sur la plateforme IENC, vous avez votre page d'action quand vous vous connectez qui vous permet donc de transmettre vos données Arcane et Aramis, de commander vos traitements qui, eux, génèrent les tableaux de contrôle et la base de coûts en cours de campagne. Vous avez deux façons de commander les traitements. Vous pouvez commander les traitements courts qui ne vont récupérer que les tableaux de contrôle ou un traitement complet qui va vous permettre de récupérer la base de coûts. Et une fois que vous avez commandé vos traitements, vous avez la partie, donc votre traitement se met quand vous êtes nombreux à travailler sur une liste d'attente, mais vous avez une information qui vous indique quand le traitement a abouti et vous pouvez à ce moment-là accéder à vos tableaux de contrôle. Ces tableaux de contrôle vont être récupérés, donc là on voit assez peu, mais vous le verrez quand vous serez sur la plateforme. Vous pouvez les télécharger soit dans un zip global que vous décompactez, soit tableau par tableau, soit directement aller visualiser les liens HTML. Donc, vous pouvez regarder les différentes rubriques par les flèches qui sont ici, puisque vous allez voir que, quand on va en parler tout de suite derrière, que les tableaux de contrôle sont classés en 6 rubriques. Donc, vous pouvez ouvrir et fermer ces rubriques pour voir les tableaux de contrôle, par exemple, qui vous intéressent. Si vos tableaux de contrôle étaient corrects et que vous aviez quelques tableaux de contrôle qui justifiaient des corrections, vous pouvez à ce moment-là accéder directement à ces tableaux et vérifier que ce qui devait être modifié a bougé, et puis après reprendre l'ensemble si besoin était. Donc, comme je vous le disais, les rubriques des tableaux de contrôle sont classées en 6 rubriques. Les rubriques 1 à 6. Donc, les rubriques 1, c'est pour les premières étapes de la validation. Vous avez les principaux contrôles majeurs sur le classeur Arcane et les synthèses des principaux points de validés, les comparaisons NN-1 et des rapports d'ATP sur les fichiers Aramis. Par rapport, c'est surtout des rapports d'ATP sur savoir si ce que vous avez envoyé est a priori exhaustif. La rubrique 2, elle, ça va être celle que présentera Marie tout à l'heure, c'est-à-dire vos données PMSI, c'est-à-dire pas seulement est-ce que vous avez bien envoyé des informations pour chacun des plateaux techniques que vous avez déclarés, mais également les informations qui sont dedans. Est-ce qu'il y a des atypies, des explications, des corrections attendues? Donc, pour cette première journée, on va s'attacher à ces deux rubriques-là. Ensuite, vous avez d'autres rubriques avec d'autres tableaux de contrôle où là, on rentre plus en détail sur les synthèses et les coûts unitaires des SAC, des SAMT, des analyses des coûts unitaires également, des LF et des LGG pour arriver jusqu'à la décomposition des coûts au séjour. Donc ça sera l'objet des prochaines sessions. La rubrique 6, tout à la fin, est en fait une rubrique où vous récupérez l'ensemble de vos tableaux de contrôle sous Excel. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous. Vous récupérez un onglet, un fichier Excel avec autant d'onglets que de tableaux de contrôle.
Donc, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Est-ce que c'est de défiler des liens HTML ou de récupérer ces éléments? Mais il faut vraiment que vous trouviez le moyen qui vous convient d'aller regarder ces tableaux de contrôle. Les tableaux de contrôle, donc on va les voir aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a déjà été mis en ligne, mais en général, et de toute façon très prochainement si ce n'est pas déjà fait, vous avez en ligne sur la plateforme le guide des tableaux de contrôle où vous avez pour chacun des tableaux de contrôle une explication d'où sont les sources d'information, c'est-à-dire le tableau de contrôle, comment il est décomposé, qu'est-ce qu'il va chercher et où, et les indications de ce qui est attendu et de ce qu'il faut faire s'il y avait des anomalies. Ce guide des tableaux de contrôle va être donc est un guide qui est en ligne sur la plateforme de la TIH. Et quand vous êtes sur le format HTML des tableaux de contrôle, vous avez un petit lien hypertexte qui vous renvoie sur la page du guide de ce tableau de contrôle. Donc vous allez le retrouver à différents éléments. Différents endroits. Si je peux juste vous confirmer également que donc le guide est bien disponible d'ores et déjà sur la plateforme IENC Sanitaire. Il devrait être disponible TIH sur les pages de l'ENC aujourd'hui ou demain. Voilà. Ok. En général, donc, au fur et à mesure de cette présentation, on vous expliquera un petit peu quand il y a des choses en jaune, en rouge ou selon les différents tableaux. Sachez que d'une façon générale, vous avez une indication marquée de couleur qui, donc, soit un surlignage de la cellule, soit des polices en rouge, soit des éléments en jaune, c'est de toute façon des alertes visuelles qui vous indiquent que des corrections sont attendues ou qu'il y a une alerte sur une atypie ou une anomalie. Donc, et dans le guide, dans le guide du tableau, il vous sera indiqué également qu'est-ce qu'indique l'alerte. Ça va vous dire vous avez une alerte parce qu'il y a un écart à 30% ou un écart à 50% ou une variation, etc. Donc tout ceci, même si on n'a pas le temps de le détailler aujourd'hui, sera repris dans les guides de lecture. Donc le principal élément, c'est au départ le contrôle de votre découpage analytique. Donc le découpage analytique a pour objectif donc de décrire votre activité, de façon relativement la plus fine et la plus précise possible, et de façon homogène entre les établissements réalisant l'étude, de façon à ce que les coûts unitaires de l'échantillon soient des coûts unitaires cohérents entre les établissements, que l'échantillon se construise par une méthodologie commune respectée. Donc, c'est important que vous décriviez votre activité de façon exacte. La règle étant quand même que ce qui doit primer sur la finesse, c'est l'exactitude. C'est-à-dire qu'il faut que votre section décrite, vous soyez en mesure, pas seulement d'envoyer des unités d'œuvre, que ce soit des journées ou des UO si c'est des plateaux techniques, mais également que vous soyez en mesure de décrire cette section au travers des charges que vous allez identifier. Donc, il faut que vous soyez en mesure d'envoyer des unités d'œuvre correctement collectées et que vous soyez en mesure d'avoir une comptabilité analytique qui vous permet de décrire des charges correctes et suffisamment fiables. Donc, c'est pour ça qu'au fil du temps, dans les campagnes, on a été un petit peu conduit à quelquefois vous demander de préciser des découpages ou au contraire de revenir en arrière si on constatait que certaines unités étaient suffisamment, trop peu suffisamment fiables, notamment avec très peu de journées ou très peu d'unités d'œuvre pour être suivies correctement. Concernant les sacs, normalement, la finesse de description doit être adaptée à votre découpage du PMSI, c'est-à-dire aux UM que vous suivez au PMSI, puisque la description des sacs se fait
au travers de la correspondance entre vos UM de PMSI et le découpage des sections d'analyse clinique que vous allez décrire. Il peut vous arriver, pour certains établissements, justement d'avoir un descriptif des UM ou PMSI insuffisant, vous conduisant à travailler à partir d'un fichier 2. Cette méthodologie n'est pas celle qui est préconisée par la méthode, donc c'est quelque chose qu'on peut accepter sur différentes années, mais on vous incite toujours à arriver à avoir un découpage au PMSI suffisamment clair pour que les UM soient décrites en fichier 1 et non pas travailler à partir d'un fichier 2. Une fois que vous avez décrit votre découpage dans Arcane, c'est-à-dire que vous avez décrit vos SAC et vos SAMT, vous allez ensuite importer ce découpage dans le logiciel Aramis. C'est ce qui va indiquer à Aramis ce à quoi les sections sur lesquelles il s'attend à trouver les unités d'œuvre. C'est ce qui va permettre d'avoir les alertes sur, vous nous avez prévenu qu'il y avait une SAC décrite en SAC HDJ, mais vous n'avez pas envoyé de journée sur cette SAC. Ou vous avez déclaré un plateau technique en ICR, mais au travers du fichier 3, vous n'avez pas envoyé d'unité d'œuvre sur ce plateau. Donc là, on va retrouver, puisque vous aurez envoyé ce découpage de Arcane dans Aramis, vous aurez, une fois que vous aurez envoyé vos informations Aramis également sur la plateforme, vous allez avoir les principales alertes de démarrage, c'est-à-dire celles qui vous indiquent si vous avez décrit des sections dans Arcane, mais où vous n'aviez pas envoyé d'informations dans Aramis sur ces sections, ou inversement, vous avez envoyé des choses dans Aramis sur des sections que vous n'aviez pas initialement paramétrées dans Arcane. Donc le plus fréquent, c'est sur les sections figurant dans Arcane et pas dans Aramis. L'erreur la plus fréquente, c'est d'avoir renseigné des UO sur le fichier qui n'était pas le fichier attendu par rapport à l'unité d'œuvre annoncée. Tant que vous annoncez une unité d'œuvre qui est une unité d'œuvre autre chose que le montant sous-traité, et donc montant sous-traité n'est pas valorisation euro. Donc tant qu'il y a des choses autres que montant sous-traité, il y a des informations attendues en fichier 3 ou en fichier 4. Fichier 4, ça va être tout ce qui est laboratoire. Fichier 3, ça va être tout ce qui est plateau technique, autre chose qu'un laboratoire. Après, vous pouvez avoir également des erreurs avec des informations envoyées dans Aramis et pas dans Arcane. Là, l'erreur la plus souvent, c'est que, en fait, on va soit utiliser un code de SAMT d'une année précédente, soit inverser des chiffres. Et donc là, il faut juste retrouver pour corriger le fichier Aramis. Il est rare que vous envoyiez des sections dans un fichier Aramis sur une section que vous n'aviez pas prévue. Donc là, on est plutôt sur des codes erreurs. Vous allez avoir cette année, il va y avoir un document doc2 qui aura donc ce format, qui est le document qui décrit les comparaisons de code analytique N-1 et N, qui peut également vous aider sur les inversions qu'il peut y avoir sur cette catégorie d'erreurs. Donc, les différents contrôles liés à Arcane, ça va être, d'abord, vous avez dans votre classeur Arcane des sections. Vous avez dans votre classeur Arcane un onglet qui s'appelle l'onglet contrôle, où vous allez avoir retrouvé tous les noms des contrôles, les descriptifs et les indications à corriger, à compléter ou à vérifier. Donc, vous le retrouvez tout à la fin dans votre classeur Arcane. Et ces indications de contrôle sont reprises également dans un tableau de contrôle qui reprend les différentes anomalies. Donc, normalement, quand vous avez validé votre classeur Arcane, vous devez avoir tous vos résultats sur votre classeur qui sont en OK. Et s'il reste des à vérifier, vous devez avoir vérifié que soit vous êtes OK avec ce que vous avez fait, soit vous êtes sur quelque chose qui était du type données facultatives. Donc là, comme vous avez directement l'onglet concerné, vous pouvez retrouver les erreurs identifiées.
Dans les erreurs des contrôles arcanes les plus fréquents et celles qui sont vraiment très importantes à vérifier, c'est les erreurs de bouclage, c'est-à-dire vérifier que toutes les charges et tous les produits en onglet PC qui devaient être traités ont au final correctement été traités dans votre classeur. C'est-à-dire que tous les produits et les charges ont correctement été ventilés, déduits en phase 4 et traités sur les onglets en phase 7. Les résultats attendus sont en toute fin de bouclage un résultat de 0 ou un résultat assez non significatif. S'il y a des écarts, vous allez pouvoir vous référer à un tableau de contrôle 1.2 pour les identifier. Donc là, on revient sur celui qui identifie sur quel onglet était l'écart. Et on avait détaillé des exemples très précis l'année dernière dans le webinaire sur tous ces écarts de bouclage. Donc, on vous renvoie là-dessus si vous aviez besoin d'exemples plus poussés. Les autres contrôles également qu'il va y avoir sur les sacs, ça va être sur vos données de capacité, puisque dans l'onglet DA de Arcane, vous renseignez vos données de capacité, c'est-à-dire le nombre de lits, le nombre de journées lits d'ouverture donc le nombre de lits, de journées lits théoriques et vos entrées sur les différents sacs. Tout ceci va permettre de mettre quand on va analyser vos données d'activité, de les mettre en perspective, c'est-à-dire d'avoir une idée de vos taux d'occupation, une idée de vos DMS, etc. Donc, si ces informations n'ont pas été complétées, là, vous devez relativement peu le voir sur PowerPoint, mais référez-vous aux cellules qui sont tout en bas de votre onglet DA, où vous avez des indications à compléter ou des indications à vérifier selon les données manquantes. Ces données vont ensuite être exploitées dans les différents tableaux de contrôle sur les sacs. Donc, vous pouvez avoir des données à vérifier quand vos nombres de journées théoriques par lit sont supérieurs à 365 jours. Le seul cas où ça va être justifié et même conseillé, ça va être sur les sacs d'obstétrique où vous devez renseigner en nombre de lits le nombre de lits de maternité, donc hors les berceaux. Par contre, en nombre de journées théoriques, vous devez renseigner les journées maman et les journées théoriques bébé, puisque sur la SAC sont ensuite envoyées les journées maman et les journées bébé. Donc, c'est important d'avoir correctement renseigné vos journées théoriques pour que le taux d'occupation de la SAC soit correctement renseigné par la suite. Autre donnée des informations de l'onglet DA, vous avez des informations sur les données de surface. Donc, vous pouvez avoir des mentions à compléter ou à contrôler également en onglet DA. Attention, pour le moment, ça sera peut-être une évolution ultérieure, mais pour le moment, ce que vous renseignez en données de surface en onglet DA n'est pas repris dans les onglets 7. Donc, en onglet DA, vous êtes sur une information qui est une information facultative. Par contre, en phase 7, c'est une information obligatoire puisque certaines sections de logistique vont se répartir, vont se déverser dans les sections principales au travers de cet élément de données de surface. Ensuite, les autres informations donc, que vous renseignez sur les sacs, donc, qui sont vos nombres de journées lits, vos lits, vos nombres de journées lits et vos nombres d'entrées, tout ceci va être repris dans vos tableaux 5 sur les sacs. Donc, c'est pour ça que c'est important de le renseigner correctement, puisque c'est de là qu'on évalue vos évolutions de capacité, c'est de là qu'on évalue vos taux d'occupation et vos variations d'une campagne sur l'autre. Dans ces tableaux-là, les données vont être celles de données d'entrée, données lits d'ouverture. Les autres données vont être ensuite celles de votre classeur sur la ventilation des charges. Donc, comme je vous le disais, dans le tableau 5.3 sur les sacs, puisque les tableaux 5 sont ceux qui analysent toutes vos données des sacs, les données du classeur Arcane repris, vous allez avoir un taux d'ouverture. Donc, ça va être la comparaison entre les journées théoriques que vous aurez renseignées sur l'onglet DA
par rapport au nombre de journées maximum du service, c'est-à-dire le nombre de lits fois 365 jours. Donc c'est pour ça qu'il est important que vos données de journées théoriques soient correctes pour que les taux d'ouverture ou ensuite les taux d'occupation, c'est-à-dire vos journées réelles dans le service qui sont issues de votre lien UMSA, par votre fichier 1, vous envoyez vos journées de l'UM dans la SAC correspondance. C'est important que donc vos journées théoriques soient correctement renseignées pour arriver à un taux d'occupation qui soit conforme et qui nous permette de juger si vous avez une activité, enfin une section très remplie qui peut justifier d'un coût faible ou contrairement un taux d'occupation faible qui pourrait justifier d'un coût journalier un peu élevé. Je vous disais tout à l'heure, en fonction des unités d'œuvre que vous avez déclarées sur vos SAMT, il va y avoir des fichiers qui vont être attendus. Si vos fichiers Aramis ne sont pas corrects, on va se retrouver avec les anomalies des tableaux 1 qui ont été décrits antérieurement. Donc, vous retrouvez sur cette diapo les fichiers qui sont attendus en fonction des natures du haut. Donc, toutes les SAMT sous-traitées sont à suivre en montant. Il ne peut pas y avoir de SAMT sous-traitées suivies en unité d'œuvre métier. Et donc, montant indique un suivi en montant, c'est-à-dire en euros, en fichier 7. Les SAMT de laboratoire peuvent être suivis en B ou en valorisation euro. Valorisation euro, donc j'insiste, ne voulant pas dire montant, mais l'unité d'œuvre théorique de la valorisation euro du laboratoire. Il n'y a pas possibilité de suivre un laboratoire en ICR. Donc, valorisation euro obligatoire, y compris pour les ACP. Et à ce moment-là, vous êtes sur un fichier 4. Toutes les autres SAMT sont à renseigner en fichier 3. Donc, que ça soit l'imagerie qui va être à renseigner en ICR, tout ce qui va être bloc, exploration fonctionnelle, anesthésiologique est également en ICR, les surcoûts robots qui sont en passage, ainsi que les SAMT d'urgence, la radiothérapie, la dialyse qui est en ICR, les SAMT de SMUR qui sont en minutes ou en demi-heure, et la rééduque. J'insiste, cette année, puisqu'il y a une grosse évolution sur les SAMT rééduque, vous ne pouvez pas rester uniquement en code analytique chapeau rééduque, vous devez préciser vos codes analytiques. Donc, certains établissements, au travers des premiers bilans, des premiers entretiens préalables, nous ont fait part des difficultés de recueil, notamment des difficultés de recueil de l'AMK. Donc, sur ces SAMT de rééduc, vous avez la possibilité de modifier la nature de l'UO que vous êtes en mesure de suivre, mais il va falloir en déclarer une. Donc, pour les kinés, par exemple, ça peut être l'AMK, mais vous pouvez choisir aussi le nombre d'actes ou le nombre de passages, c'est-à-dire le nombre de patients traités pour cette première étude si l'AMK n'est pas cotée. Mais ça va vraiment être on se rend compte au travers des premiers entretiens, ça va être une réflexion significative de cette campagne sur le suivi de ces SAMT rééduc et la possibilité de renseigner des informations en fichier 3. Ensuite, les données de l'onglet DA que vous allez renseigner sur les SAMT sont également reprises dans différents tableaux de contrôle. Donc, les informations que vous devez renseigner. Donc, vous renseignez dans votre onglet DA les natures du haut que vous allez suivre. Vous renseignez ensuite vos totaux du haut et vos UO sont ensuite répartis selon les natures de bénéficiaires, la nature principale étant bien sûr les patients MCO. Attention, vous avez des alertes, notamment il est très important que vous remplissiez tous les éléments sur les informations complémentaires des ICR qui sont ici. Donc c'est autour des lignes 42-43 de l'onglet Arcane DA. Si vous ne remplissez pas ces informations, certains tableaux de contrôle ne se calculeront pas, puisque l'ATIH ne sait pas si vous êtes dans le cadre d'un médecin salarié ou d'un médecin non salarié. Donc, la plateforme n'est pas en mesure de déterminer
quel nombre d'ICR aurait dû être complété en fonction des actes qui sont dans votre PMSI. Donc, les tableaux ne se calculent pas. Donc, c'est très important de renseigner ces deux notions, médecin salarié, médecin non salarié par un 1 ou un 0, pour que les tableaux de contrôle se calculent jusqu'au bout. Là, il y a une coquille, il y a indiqué que la version des ICR attendue est la version 2021. Habituellement, bien que nous soyons sur une campagne 2021, la version des ICR à utiliser est la dernière version connue. Lors de nos derniers contrôles semaine dernière, la version 2022 n'était pas encore en ligne. Sauf à ce qu'il y ait une modification sur cette campagne, il faudra bien que vous utilisiez la version 2022 quand elle sera disponible, puisqu'il faut prendre la dernière version connue, qui est celle sur laquelle les tableaux de contrôle de la TIH sont calculés. Ensuite, donc les éléments, donc vous avez des éléments de contrôle qui vont être que vous déclariez bien des UO sur les patients MCO. Il est tout à fait possible que vous n'en déclariez pas. Notamment les établissements qui vont travailler en miroir vont déclarer des SAMT sur lesquels ils n'auront pas forcément d'unité d'œuvre. Il peut y avoir également, dans le cadre des SAMT de soins externes, puisqu'on vous incite de plus en plus à suivre les SAMT dédiés sur les plateaux de soins externes, à ce moment-là, vous allez déclarer des totaux d'ICR, alors même que comme il s'agit de soins externes, vous n'aurez pas du haut sur les patients hospitalisés. Donc, ça va être une alerte qui peut être tout à fait justifiée. Mais il va falloir que vous regardiez bien que dans ces informations sur les données à compléter, vous soyez sûr que vous n'avez pas complété d'informations parce que vous n'aviez pas à en compléter. De la même façon que les informations de l'onglet DA se reportaient pour certaines dans les tableaux sur les SAC, vous avez certaines informations de l'onglet DA sur les SAMT qui vont se reporter sur les tableaux de contrôle des SAMT. Les tableaux de contrôle des SAMT sont les tableaux 6. Les tableaux de contrôle des SAC étaient les tableaux 5. Les tableaux de contrôle des SAMT sont les tableaux 6. Donc, on va retrouver comme information de l'onglet DA, dans les tableaux 6, on va retrouver les nombres duos que vous aurez renseignés d'abord au total. D'accord? Donc, on va avoir ici le nombre duos total renseigné sur les patients hospitalisés dans le tableau 6.4. Et ce total va être, rapporté ensuite, rapproché de nombre duos que vous aurez renseignés dans le fichier Aramis correspondant à la nature du haut. C'est-à-dire, si la nature du haut est le passage, vous allez avoir ici les informations du fichier 3 renseignées sur les patients MCO. Là, il va y avoir un premier contrôle sur l'écart entre ce que vous aviez indiqué comme les UO correspondant à des patients hospitalisés et les UO envoyés en fichier Aramis. De par la charte qualité, au total, cet écart ne peut pas excéder 2 points. C'est-à-dire qu'on estime que, puisque dans l'onglet DA, vous êtes sur les UO produites sur l'année et en fichier Aramis sur les UO correspondant à des patients du M12, on considère qu'il y a forcément une problématique de césure et de séjour à cheval sur 2 exercices, mais au global, cette césure est analysée comme ne pouvant pas, sauf exception et justification, être supérieure à 2 points. Donc, si vous étiez supérieur à 2 points au total, il faudrait aller regarder sur les sections qui ont un écart, c'est-à-dire individuellement, les sections qui ont des écarts significatifs, et aller regarder si une section qui a un écart important ne justifierait pas de cet écart global de 2 points. La charte qualité demande à ce que l'écart individuel par SAMT n'excède pas 5 points, c'est-à-dire toujours pareil, on va dire en gros une semaine de glissement de séjour à cheval, et ces différentes sections à 5 points
de marge de manœuvre ne devant pas excéder le 2 points au global. Donc, là-dessus, ce qu'il faut aller contrôler, c'est ensuite lequel des deux est bon. Si vous avez des UO supérieurs dans Aramis, est-ce que vous n'avez pas doublonné certaines UO par rapport à des UO déjà prises en compte sur d'autres plateaux techniques, ou si effectivement vous vous êtes fourvoyé dans les informations que vous avez renseignées en onglet DA. Attention, dans les tableaux sur les SAMT, je me répète, quand vous avez ces contrôles duo Arcane et duo Aramis, vous êtes bien uniquement sur les SAMT justifiant des UO métiers, c'est-à-dire que ne seront pas pris dans ces tableaux 2.7, 2.6, 2.7 ou 6.4.1 qui reprennent les mêmes éléments, ne sont pas repris les éléments des montants, des données suivies en montant. Donc on ne parle bien ici que de toutes les SAMT dont la nature du haut est autre chose que montant sous-traité. Donc toujours la même chose, attention à ne pas confondre UO sous-traité et valorisation euro. Montant sous-traité et valorisation euro. Vous pouvez avoir également donc sur les données sous-traitées, là on s'attend à ce qu'il y ait une cohérence entre le montant que vous avez déclaré, alors on le voit assez mal, là je suis sur l'onglet DA avec une SAMT déclarée en sous-traitance et avec donc une nature du haut montant sous-traité puisque c'est obligatoire, et on s'attend à ce qu'il y ait une cohérence entre le total déclaré sur le total du haut et le montant de la charge sous-traitée, c'est-à-dire du compte 611, qui doit être ventilé en phase 3SA sur la SAMT. Donc, on doit avoir une correspondance sur toutes les charges des 611 doivent se ventiler sur les SAMT sous-traitées correspondantes. Elles doivent être suivies en montant et on doit avoir donc ensuite une cohérence entre ce qui va être suivi en fichier 7 Aramis et le tableau de contrôle qui va contrôler ce suivi en fichier 7 et ce suivi en montant. Donc, en onglet DA, le montant qui est ici doit correspondre à la charge du 611 du fichier 3. Et ça, vous allez pouvoir, donc on va le retrouver ensuite avec là le tableau de contrôle qui contrôle les suivis du fichier 7, c'est-à-dire on va avoir l'information quand vous allez contrôler votre taux de suivi en tableau 2.4, ce que vous allez retrouver pour calculer le taux de suivi, ça va être ce montant indiqué comme montant de charge de sous-traitance sur patient MCO, c'est celui que vous allez retrouver dans le tableau 2.4. Donc, par rapport à ce que vous suivez en fichier 7, ça va calculer le taux de suivi de votre fichier 7. Et vous allez pouvoir regarder si vous êtes dans la charte qualité ou pas. Autre onglet important de Arcane, c'est l'onglet ETP. Donc, dans l'onglet ETP, vous allez renseigner vos différents ETP. La grande nouveauté de cette année, c'est que donc vous renseignez en plus des PA, des PS, des PM, vous allez renseigner également les ETP sages-femmes, qui les années précédentes étaient normalement, de par la méthodologie, renseignés en ETP PM, chez certains en ETP PA. Mais cette année, vous allez obligatoirement pouvoir renseigner vos sages-femmes sur l'onglet dédié. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous complétez cet onglet, contrôler vos ratios. C'est-à-dire que dans l'onglet ETP, les charges par catégorie, vous allez retrouver les charges de personnel qui sont renseignées en phase 3. Donc, vous avez non seulement vous renseignez vos ETP, mais en plus, dès lors que vous renseignez votre phase 3, vous avez le calcul des ratios qui se fait en direct dans votre onglet Arcane.
Ces calculs de ratio sont ensuite repliés dans des tableaux de contrôle que vous retrouverez quand vous commandez vos tableaux de contrôle. C'est tous les tableaux 1.6 qui vont de 1.6.1 à 1.6.9, mais vous avez les moyens de voir vos ratios au fur et à mesure. Donc, vous avez les moyens de détecter les ratios qui sont un petit peu bizarres, un petit peu élevés ou un petit peu faibles. De par la méthodologie, on attire l'attention sur les ratios supérieurs à 200 000 € ou inférieurs au SMIC. Vous allez également avoir en bas de l'onglet ETP les mêmes contrôles que vous avez sur tous les onglets, parce que vous aviez sur l'onglet DA avec des informations à contrôler, à vérifier, à compléter. Donc, vous avez des contrôles. Si vous avez renseigné des ETP, mais que vous n'avez pas renseigné de charges, ou inversement, si vous avez renseigné des charges, mais que vous n'avez pas mis d'ETP. Attention, l'onglet ETP ne regarde que les charges de rémunération, c'est-à-dire on est uniquement sur les comptes 63, 60, 631, enfin tous les onglets 630, tous les comptes 631, 633, 640, 41 et 42. Mais vous êtes uniquement sur du personnel salarié. Donc, faites attention de ne pas déclarer d'ETP sur des personnels extérieurs, puisque les ratios ne se calculent que sur vos charges, sur tous les comptes qui se totalisent sur les notions de PAPS, REMU. Et vous avez donc tout le long vos indications. Attention, vous avez mis une charge, vous n'avez pas mis d'ETP, vous avez mis des ETP, vous n'avez pas mis de charge. Donc ça, vous l'avez tout du long de l'onglet ETP et vous les retrouvez ensuite sur les différents tableaux de contrôle. Dans les différents tableaux de contrôle 1.6, vous allez avoir un premier tableau qui va reprendre les ratios de masse, enfin les rémunérations moyennes, les ratios moyens de rémunération par type de section et par catégorie de personnel. Donc, vous allez avoir des alertes quand le mini, la moyenne et la max sont identiques. Ça peut être le cas si vous avez, par exemple, uniquement des PM en pharmacie. Ben, forcément, le ratio PM, mini, moyenne, max va être le même. Par contre, sur des SAMT ou des SAC, il peut y avoir des corrections ou des contrôles à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas travaillé sur des rémunérations moyennes, est-ce qu'on est bien sur les charges réellement affectées sur les sections, ou est-ce qu'on a fait une moyenne de tous nos personnels salariés. Vous allez avoir également des alertes si vous avez des ratios très faibles de l'ordre de, autour de 25 000 €, c'est-à-dire inférieur au SMIC. Donc tout ça vous permet de visualiser sur ce ratio ces bornes et ces contrôles. S'assurer que vous n'avez pas lissé vos coûts, etc. Et après, vous avez la cohérence donc qu'on a déjà vue dans l'onglet ETP. Donc cette cohérence, vous l'avez dans l'onglet ETP, vous l'avez dans l'onglet cohérence arcane, et vous avez ce tableau qui va à nouveau répertorier la cohérence qu'on avait dans l'onglet contrôle arcane sur le fait que vous avez des charges et pas d'ETP, ou inversement des ETP sans charge. Ça, c'est très classique sur les inversions ETP, PA, PS, des inversions de lignes. Donc là, il faut vraiment le justifier, enfin le corriger, ou alors vraiment avoir une justification. Donc tout ceci a beaucoup été détaillé l'année dernière également dans le webinaire. On avait donné plusieurs exemples parce que c'est assez important. C'est important que dès la première validation, vous ayez vraiment des données de personnel qui soient conformes, parce que dès que les données de personnel semblent bizarres, ben, ça bloque très très vite dans les contrôles que l'on peut faire, parce que ça met des doutes sur la ventilation de, au bas mot, 50-60% de vos charges. L'onglet PC. Dans l'onglet PC, vous allez donc saisir votre balance générale avec des transcodages sur un format qui est celui de l'ENC. Les établissements publics ou EXPIC ont moyen de faire un import directement de leur balance. Dans l'onglet PC, vous allez également éliminer un certain nombre de charges en les classant d'ores et déjà en charges non incorporables, et vous allez classer vos produits selon
les catégories. Donc, soit on est sur des produits de tarification hospitalière, soit on est sur des produits qui n'ont pas à rester dans l'étude, des produits non déductibles, soit des produits qui partent en activité subsidiaire, soit des produits sur les budgets annexes. Donc, il va être important, et c'est là où on a commencé au bilan préalable de vous dire c'est important de nous passer votre table de transcodage, de nous donner le détail de certains comptes qu'on vous a demandé pour qu'on puisse très vite avec vous et si possible avant la V1, valider justement ces classifications, notamment les classifications CNI, PND. Qu'est-ce que vous gardez comme produit en atténuation? Est-ce qu'on a raison de les garder en atténuation? Qu'est-ce que vous sortez comme produit, soit au travers des produits non déductibles ou des produits d'activité hospitalière? Est-ce que c'est correctement traité? Donc, ce tableau de correspondance, c'est important de nous le transmettre et de respecter la permanence des méthodes sur votre transcodage. Donc là, on vous a rappelé ces éléments qui ont été repris cette année sur l'onglet des documents attendus qu'on vous a transmis sur la navette du bilan préalable. Enfin, on insiste beaucoup, c'est important de le faire avant la V1. Ça vous permettra de ne pas travailler sur des éléments de PC où vous allez vous enquiquiner à faire des ventilations alors qu'on va analyser que la charge est à traiter en charge non incorporable, ou inversement, que vous ne chantiez pas toute une partie de ventilation qui sont au contraire à retenir, peut-être même sur des budgets annexes, peut-être même sur des notions de refacturation au groupement, etc., qui sont des notions importantes à traiter correctement. Donc, vos premiers contrôles de l'onglet, des onglets PC, c'est bien sûr d'avoir des informations donc, qui collent avec votre compte financier. Donc, votre total de charge doit être, et votre total de produits doivent coller avec votre compte financier. Ce que vous ne voulez pas traiter, soit vous vouliez mettre en charge non incorporable ou en produit non déductible, vous le mettez quand même et vous allez le traiter au travers de ces sections dédiées et pas on ne saisit pas l'intégralité de la balance. Si vous faites des retraitements extra-comptables entre postes au PC, il est important que votre colonne d'écart soit à 0. Donc, on a ça souvent quand les gens disent je sais que dans mon compte 606, 66, j'ai par exemple des produits sanguins labiles parce que en cours d'année, on les passe en fourniture et voilà, on les retraite, il faut les retraiter. Donc, c'est important que vous vérifiez que quand vous faites des retraitements, vous ajoutiez, vous enleviez le même montant des deux comptes que vous retraitez. Et bien sûr que par rapport à ces ventilations, donc entre les différentes colonnes qui sont à droite de CNI, PND, etc., dont on vient de parler, que vous vérifiez bien que vous avez ventilé l'intégralité des montants, parce que sinon, vous allez avoir une partie de vos charges ou de votre produit qui ne seront pas traitées. Donc ça fait partie des premiers contrôles que vous aurez également dans les contrôles de l'onglet Arcane avec votre onglet PC doit être absolument OK sur l'ensemble des contrôles à faire. On a beaucoup parlé, enfin je vous ai beaucoup parlé des CNI-PND. Vous avez également un tableau de contrôle qui va vous permettre d'avoir la comparaison des CNI-PND entre les exercices. Donc, ça peut être également un moyen. Très vite, par exemple, on voit, alors là, on l'avait mis en 2019-2020, mais vous aurez même cette année, on voit assez facilement les gens qui oublient, par exemple, de traiter les charges, les coûts afférents à l'ENC qui doivent être ventilés en CNI. On va très bien les retrouver en N-1 parce que au fur et à mesure des corrections, ça a forcément été fait puisque c'est une correction obligatoire. Et là, vous pouvez très vite identifier si vous avez oublié de le faire. Donc, dans ce tableau 1.5, il vient en complément du contrôle antérieur qui était juste est-ce que tout mon PC est bien traité? Là, vous avez en plus la variation des CNI-PND par rapport à l'année précédente. Donc, vous allez pouvoir comme ça voir directement s'il manque quelque chose, parce que par exemple, vous avez un montant 0 là où il y avait quelque chose l'année d'avant, ou des grosses variations de montant par rapport à l'année précédente. Donc là, de toute façon, c'est des choses que le superviseur vous demandera d'expliquer. Ensuite, pour contrôler votre PC,
Vous avez également un tableau important qui est le tableau 172 qui va vous donner vos variations de PC d'une campagne sur l'autre. Donc la première partie du tableau reprend la totalité des rémunérations. Donc vous allez avoir tous les postes de rémunération. Donc forcément cette année, il va y avoir les sages-femmes qui n'étaient pas au même endroit l'année précédente. Il faudra un petit peu regarder est-ce que c'est cohérent avec les PM ou les PA selon où elles étaient. Mais vous allez avoir de toute façon le sous-total du titre 1 qui permet de voir la cohérence entre les frais de personnel L, N-1. Donc l'année dernière, on avait déjà eu des augmentations importantes avec le Ségur, il y en aura peut-être encore cette année. Ensuite, la seconde partie du tableau reprend l'ensemble des autres titres de charge avec toutes les autres charges autres que frais de personnel. Donc souvent, on vous demande des explications. C'est un petit peu, s'il y a des montants importants qui ont évolué, ça va être d'ores et déjà pour nous permettre d'avoir des explications s'il y a un impact sur certaines SAC ou certaines SAMT. Si un compte est beaucoup plus ventilé sur certaines SA, le fait d'avoir l'explication de pourquoi le montant a beaucoup augmenté, on aura une partie de l'explication sur l'évolution des charges de la section. Et puis surtout, ça nous permet, nous, de nous assurer que le transcodage est correct et conforme à N-1, c'est-à-dire de s'assurer que des variations entre N et N-1 sont cohérentes avec l'année précédente et qu'il n'y a pas eu des switches de comptes entre les années. Ça, on l'a beaucoup entre les matériels, par exemple, les entretiens maintenance, matériel médical, matériel non médical. On l'a aussi sur les dotations, sur certains comptes de charge, sur certains DMI. Voilà. Donc, ça nous permet que vous ayez une explication sur les variations significatives. Ça nous permet de valider que ce n'est pas une charge qui, l'année précédente, était sur un autre compte. Donc, en général, on essaye vraiment de vous parler uniquement des seuils de signification vraiment importants et de ne pas s'attacher aux petites variations. Vous avez également un onglet Crédit Bail où on va retrouver les retraitements de crédit beau, c'est-à-dire la ventilation de la redevance entre dotation, ce qui est du caractère de dotation aux amortissements qui va être ventilé sur les SAC et les SAMT, et la notion de frais financiers qui, eux, vont être ventilés en charge financière dans la section dédiée. Donc là, on va faire en général des contrôles de cohérence sur le fait que la dotation antérieure de cette année doit correspondre à la dotation cumulée de l'année précédente pour les matériels qui ont un libellé et une valeur brute identique. On va s'assurer qu'on n'a pas de montant de frais financiers négatifs et que les données sont cohérentes. Vous travaillez en saisissant dans cette section à partir des taux d'amortissement. Donc, la dotation se calcule à partir des durées d'amortissement des taux d'amortissement que vous renseignez. On peut avoir quelquefois des petites variations d'une année sur l'autre selon des problématiques de variation de taux de TVA, à voir avec votre superviseur. Par contre, les intérêts négatifs, sauf justification de je m'en sors pas en fin de contrat, normalement, c'est à corriger. Sur les ventilations de l'onglet 3SA, vous avez quelques tableaux de contrôle, donc hormis les tableaux de contrôle que l'on verra sur les différents coûts des sections, vous avez des éléments qui sont de l'ordre de la charte qualité, dont notamment les charges ventilées, les charges à caractère médical ventilées sur la LM Pharmacie ne doivent pas excéder 10 points pour chacune des lignes et au total. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous avez vos calculs de taux de suivi, les taux de suivi de vos charges sont calculés sur la base des charges qui sont ventilées sur les sections suivables, c'est-à-dire les SAC et les SAMT, mais pas les logistiques. Donc, il ne faut pas ventiler sur les logistiques d'autres choses que ce qui est justifié, notamment sur les LM pharmacie, sont attendus, sont justifiables d'être ventilés sur la LM pharmacie. Les produits
périmés ou détruits, c'est-à-dire tous les produits qui nous ont coûté, mais que de toute façon, on ne pourra pas ventiler, enfin, déclarer sur des patients, puisque de toute façon, les produits n'ont pas été utilisés. Donc ça, c'est un élément de la charte qualité. Sur la section génie biomédical, bien que ça ne soit pas sur la charte qualité, il y a une nouveauté cette année. On aura un tableau de contrôle 1.4.2 pour pouvoir identifier le pourcentage de charges de matériel, de location, d'entretien maintenance, donc de matériel médicaux qui serait ventilé sur la section de génie biomédical. Rappel, la méthodologie veut que les charges médicales soient ventilées sur les sections consommatrices et utilisatrices des matériels. On ne doit garder en génie biomédical que les coûts du génie biomédical, c'est-à-dire le personnel qui est attaché à faire cette fonction de génie biomédical. Donc, on doit trouver essentiellement des coûts de personnel. On peut trouver quelques coûts de matériel ou de logiciel, notamment parce que bien souvent, ils ont des logiciels spécifiques pour le suivi des maintenances préventives. Mais tout ce qui vont être les matériels utilisés dans les sections et les coûts des entretiens maintenance et les contrats d'entretien maintenance, eux, doivent revenir contrat par contrat sur les sections consommatrices. Donc là, il y a un travail à faire sur l'analyse des contrats, l'analyse de vos grands livres de vos comptes pour privilégier ce point. Alors, il n'y a pas de notion de charte qualité sur ce tableau, mais c'est vraiment une alerte importante pour votre superviseur pour s'assurer que la méthodologie de ventilation des charges médicales est bien respectée et que vraiment la ventilation sur génie biomédical n'est qu'un pis-aller par défaut d'information. Ensuite, le tableau important sur lequel votre superviseur travaille beaucoup, puisque vous savez que dès la V1, on vous fait en général un inventaire assez précis des évolutions de charges par section. Donc ça, vous le retrouvez dans les tableaux 1.7, où vous allez retrouver pour chacune des sections l'évolution des charges, l'évolution des produits, donc l'évolution des charges nettes, avec en regard l'évolution du nombre d'unités d'œuvre et l'évolution des ETP. Donc, c'est important. Donc, vous avez des choses qui sont surlignées en jaune quand vous avez des variations significatives. Alors là, on risque d'avoir, du fait, par exemple, sur la LM Pharmacie, du fait des distinctions sur les différentes LM Pharmacie, on risque d'avoir beaucoup de choses en jaune. Mais important de le regarder, notamment sur vos SAC et vos SAMT, pour regarder vos justifications de variation de charge par rapport aux autres données qui peuvent vous donner une indication. Donc là, par exemple, on avait ressorti une section de médecine sur lesquelles les charges nettes baissent de 37%, alors même que le nombre de journées de la section augmentait de 28%. Donc, c'est ce type d'alerte que va faire votre superviseur. Ça ne veut pas forcément dire que la donnée est erronée. Il peut s'agir de corrections par rapport à l'année d'avant. Donc là, vous avez un tableau plus détaillé qui est donc le tableau 1.7.6 où là, vous allez avoir, donc là ici, on est par section et avec un total des sections. Sur le tableau 1.6, on va être sur chacune des sections avec le total de toutes les charges qui ont été ventilées et la comparaison entre 2020 et 2021. Donc là, quand vous avez des variations très significatives, ça peut vous permettre de retrouver quel poste a cette variation et après, en filtrant sur le compte, éventuellement s'assurer que est-ce qu'on a fait une correction de ventilation du compte ou est-ce qu'effectivement, en ventilant sur la section cette année, on a fait une erreur et que ça a induit une variation significative. Donc ça, c'est vraiment important que vous alliez le regarder, au moins que vous alliez regarder ceux sur lesquels vous avez des variations significatives ici, avec des variations un petit peu contradictoires entre données d'activité et données de ventilation de charge, parce que vous savez que ça va être une des questions importantes
de vos questions de votre superviseur. Et donc, c'est sur ce tableau-là que vous allez pouvoir les voir. Et c'est en travaillant sur ces filtres que vous allez pouvoir voir si, indépendamment de la section, s'il y a un compte aussi qui pose problématique sur les ventilations NN-1. Ensuite, sur les ventilations de la phase 4, donc vous savez qu'en phase 3, vous répartissez vos produits en atténuation sur les différentes sections. Et en phase 4, vous venez déduire les montants que vous avez ventilés sur les natures de charges correspondantes. Donc là, en tableau 2.5, vous avez une répartition de ces phases, des charges nettes de la phase 4 sur les sections. Donc, la règle qui prévaut, c'est donc toutes les charges médicales sont normalement ventilées sur les sections. Les charges de sous-traitance médicale doivent avoir normalement des sections, des SAMT dédiées à la sous-traitance et doivent être ventilées à 100% sur les SAMT. Et on privilégie pour les charges suivies au séjour une ventilation sur les sacs plutôt que sur les SAMT. Donc ça, c'est important, notamment pour les spé pharma facturables en sus. Donc celles-là, souvent, sont ventilées sur les sacs, mais sur les DMI également, c'est-à-dire les DMI facturables en sus ou non facturables en sus, qui sont maintenant très souvent beaucoup suivis au séjour. On vous demande de les ventiler en priorité sur les sacs plutôt que sur les SAMT pour permettre d'avoir une information cohérente entre établissements et une analyse cohérente des coûts journaliers des sacs et des coûts unitaires des SAMT. Et donc, d'avoir, bien sûr, donc, comme je vous le disais, 100% des charges des SAMT ventilées sur des SAMT dédiés. La sous-traitance transport, la règle est encore cette année, donc ça n'est pas à ventiler sur la logistique, c'est à ventiler sur la SAC ayant supporté le séjour qui a justifié d'avoir ces frais de transport supportés au titre du forfait mis en œuvre il y a quelques années, avec un suivi au séjour en fichier 7 et un taux de charge qualité attendu de 25%. Donc, quand je vous disais qu'on vous demande de ventiler en priorité sur les sacs les montants suivis au séjour, une règle, les produits sanguins labiles, là par contre, il y a vraiment une règle sur laquelle ne pas déroger, c'est que ceux consommés aux urgences ne sont pas à ventiler sur la SAMT urgence. Parce que s'ils ont été consommés aux urgences, forcément le patient par la suite a été rapatrié, enfin a été accueilli dans un service où il a eu d'autres soins. Et comme la SAMT urgence a un bon nombre d'unités d'œuvre qui concernent des patients de consultation et soins externes, le fait de ventiler les produits sanguins labiles suivis au séjour à 98% sur une section ayant beaucoup de patients externes, ça va complètement fausser vos taux de suivi. Donc là, c'est une règle qui a été insérée dans les consignes à compter de l'année dernière. Pas de produits sanguins labiles consommés ventilés sur la section urgence, sauf exception à voir avec votre superviseur. Ensuite, phase 5, on va retrouver en phase 5 donc, vos recettes subsidiaires avec donc les catégories rétrocession, mise à disposition de personnel, prestations assurées aux usagers et aux compagnons, autres ventes de biens et services, la section complémentaire refacturation au groupement. Donc là, vous avez un tableau 1.7 qui permet de retrouver les variations également sur ces différentes activités subsidiaires avec l'évolution des recettes. Donc pareil, les évolutions significatives seront à regarder pour s'assurer qu'on traite bien les choses de la même façon. Notamment ce qu'on avait traité correctement en groupement l'année dernière, est-ce qu'on n'est pas allé le basculer en autre vente de biens et services ou est-ce qu'on n'a pas traité en produits non déductibles quelque chose qui aurait dû être traité en activité subsidiaire. Donc là, on a les variations. Et ensuite, de la même façon, on a un tableau 1.7.8
qui vous permet d'avoir la comparaison entre les charges déduites en phase 5 sur les différentes natures, donc avec les charges déduites en charge directe ou les charges déduites en phase 5 au titre des différentes prestations, des différentes sections de logistique. Donc là, vous retrouverez de la même façon des exemples précis. On avait beaucoup insisté l'année dernière sur les webinaires, notamment sur des identifications d'inversions entre sections, etc. Donc là, ça vous permet de faire vous-même ce contrôle avec les variations significatives. Est-ce que vous avez eu raison de ne pas déduire des montants? Est-ce que vous avez eu raison de changer de section? Donc là, c'est importance de la permanence des méthodes. Si l'année dernière, j'identifiais mes charges au travers de charges directes, est-ce que cette année, j'ai raison de passer plutôt par une logistique? L'année dernière, j'avais mis mon personnel d'accueil et j'avais déduit au titre de la redevance des montants en personnel accueil et gestion des malades et cette année, j'en mets pas, etc. Donc là, vous allez retrouver toutes ces variations et toutes ces modifications qui vous permettent de regarder si les variations sont justifiées. Ensuite, vous avez l'onglet 6 où en onglet 6, vous venez déduire des charges ventilées en phase 3, les montants qui sont suivis au séjour en fichier 7. Donc, vous allez, dans votre fichier 7, déclarer vos différentes natures de dépenses. Et là, on est bien en euros, espèces sonnantes et trébuchantes. Et séjour par séjour, vous allez venir dire combien vous avez dépensé d'euros selon différentes natures de charges pour chacun de vos patients. Ces différents montants qui ont été ventilés sur vos sections en phase 3 pour ne pas être à la fois et dans vos coûts des sacs ou vos coûts journaliers des sacs ou vos coûts unitaires des SAMT et dans les charges directes des séjours, vous devez les traiter en phase 6 pour les déduire de façon à ce qu'ils soient par la suite du traitement déduits de vos coûts des sacs. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser une petite moulinette qui est dans Arcane, dans Aramis, pardon, qui permet d'importer dans Arcane le résultat de votre traitement Aramis. C'est-à-dire, quand vous avez fait votre fichier 7, si vous renseignez les sections d'analyse cliniques ou médico-techniques des patients pour toutes les natures de dépenses, vous avez possibilité de ce petit outil qui va renseigner directement dans Arcane les montants à déduire. Donc là, pareil, vous allez faire vos déductions sur les différentes natures de dépenses. Nouveauté de cette année, c'est qu'en phase 6, donc ça a été décrit dans la toute dernière version des consignes qui a été mise sur la plateforme récemment, vous déduisez aussi en phase 6, pour ceux qui en ont, les coûts de rémunération à l'acte suivis au séjour. Avant, il y avait une manipulation qui était différente. Cette année, vous ventilez les coûts sur vos charges sur un compte 648 et vous les suivez toujours en fichier 9 et vous les déduisez en phase 6. Je vous renvoie aux consignes de cette année et à votre superviseur qui a dû vous en parler lors d'entretien ou qui va vous en parler. Donc, ces charges que vous déduisez en phase 6, après, vous avez un tableau également de contrôle qui vous permet de contrôler que par rapport au montant Aramis et par rapport au montant déduit en phase 6, vous êtes cohérent avec des écarts qui sont signalés aussi de couleur et on s'attend à ce que l'écart soit également là aussi inférieur à 5 points dans la mesure où l'écart qu'on identifie est normalement un écart sur les problématiques de césure avec le fait de suivre un montant sur une charge qui aurait pu être sur l'exercice antérieur pour un séjour à cheval. Là, par exemple, on a ici un montant dans Aramis, mais aucune déduction en phase 6. Donc là, alors même que le montant qu'on attend est sur une autre ligne, donc on voit que là, c'est juste une problématique soit de code erreur de nature de dépense dans le fichier 7, soit de transcodage et de ventilation dans le classeur Arcane. Donc voilà, donc votre superviseur reviendra, enfin vous aurez des alertes quand vous avez des montants, des écarts significatifs.
des inversions typiques. Les montants à suivre au séjour de la charte qualité, donc ça va être vos montants suivis en phase en fichier 7 Aramis. On va récupérer donc de votre classeur Arcane en phase 4 les montants qui sont ventilés sur les sacs et les SAMT. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On retrouve en tableau 2-3 les montants que vous avez dans votre fichier 7. On retrouve dans ce tableau les charges suivables au séjour issues de votre classeur Arcane et de là vont se calculer vos taux de suivi. Donc comme je le disais tout à l'heure, ici tout ce qui est ventilé sur les LM et les LGG ne se retrouve pas, d'où l'importance de respecter la méthodologie là-dessus. Et vous avez un chiffrage de vos insuffisances de suivi quand le taux n'est pas respecté. Le taux de la charte qualité est rappelé ici, votre taux de cette année est ici, le taux de l'année précédente là, et s'il y a une insuffisance, le montant de l'insuffisance est valorisé pour vous donner une idée de quel montant il faudra arriver à suivre pour atteindre la charte qualité. Sur la sous-traitance médicale. Je te coupe, Nathalie, si tu veux revenir sur la slide précédente, c'est pas le dernier tableau de contrôle parce que vous l'aurez remarqué, on a des consommables médicaux là, sans taux de charte qualité, alors que cette année, on Il y a un doit taux de suivre. 10%. Voilà, donc Effectivement. c'est juste une petite coquille dans la présentation. Au moment où on a fait en fait le tableau, on n'avait pas d'exemple précis de ce cas-là. Donc effectivement, vous allez avoir une ligne de plus cette année avec les consommables médicaux qui sont à 10%. Également un taux de suivi de charge de séjour sur la sous-traitance. Donc vous avez deux catégories de sous-traitance, imagerie et labo qui sont à suivre à minima à 50% et toutes les autres sous-traitances qui en sont dont la sous-traitance transport qui est à suivre à 25%. Normalement, vous n'avez pas de justification à avoir de la sous-traitance SMUR puisque c'est une catégorie de charges. Les SMUR n'ayant plus le droit de faire de facturation, normalement, vous n'avez pas de motif à avoir de la sous-traitance SMUR ni dans vos charges, ni dans vos natures de dépenses suivies en fichier 7. Donc là, pareil, si le taux est insuffisant, vous avez ici le chiffrage de l'insuffisance. Ensuite, on a un tableau qu'on avait fait ajouter l'année dernière. Quand vous avez vos charges suivies au séjour en fichier 7, vous avez moyen de savoir séjour par séjour ce que vous avez mis comme charge. Nous, le contrôle que l'on peut faire, c'est de s'assurer que vous n'avez pas travaillé de façon linéaire, dont notamment on a un tableau 2.12 qui nous donne par nature de dépenses les montants mini, moyen, médian et maximum. Donc, on vous alertera quand les 4 colonnes ont exactement le même montant pour vous dire, a priori, vous avez un peu mis le même montant à chaque séjour. Est-ce que c'est juste? On peut avoir des cas où c'est juste, notamment, je pense à des techniques de dialyse où on pourrait avoir certaines natures de dépenses suivies qui seraient identiques. Et puis, on va vous demander souvent de valider ou d'expliquer les montants vraiment importants pour s'assurer que ce n'est pas une coquille, que ce n'est pas une problématique de virgule mal placée ou de choses comme ça, mais qu'il y a bien un montant très significatif, puisque en général, ce montant très significatif, on risque de le retrouver ensuite dans les atypies de séjour. Et puis également les montants à zéro qu'on vous demandera de regarder, puisqu'en fait, souvent, c'est des problématiques de virgule non affichées. Ensuite, les onglets 7. Donc, sur les onglets 7, ils ont pour objectif de répartir les charges que vous avez ventilées sur vos logistiques, c'est-à-dire logistique médicale générale et structure, sur les différents champs et ensuite les différentes sections. Donc, attention, la principale zone d'attention qu'on va vous indiquer, c'est que vous soyez bien conscient que les charges de ces logistiques qui restent à ventiler en phase 7
sont les charges sous déduction de ce qui a déjà été déduit en phase 5 au titre des activités subsidiaires. Donc, c'est vraiment les charges résiduelles, hormis celles qui ont déjà été ventilées. Donc, vous n'avez pas à déclarer d'UO sur des sections hors ENC si dans votre esprit, les charges que vous souhaitiez, enfin les UO que vous déclarez seraient pour des charges correspondant à des champs que vous avez déjà déduits. Je pense par exemple, le plus simple, vous fournissez des repas pour des budgets annexes. Dans votre phase 5, au titre des budgets annexes, vous avez déjà dû déduire des coûts de repas. Donc, au final, sur vos UO de restauration, n'allez pas déclarer des UO en hors champ, puisque ça reviendrait à déduire 2 fois le coût de restauration. Vous avez certaines clés qui sont des clés préconisées et qui vont se reporter automatiquement. Donc, pensez bien si, donc on a pour la SALP, c'est le TPR, pour la pharmacie, c'est l'euro de charge géré par la pharmacie, pour le génie biomédical, c'est le montant d'actifs bruts immobilisés qui vient de votre onglet IMO. Donc, pensez, si vous n'avez pas saisi encore votre onglet IMO ou si c'est votre première campagne et que vous n'allez pas être en mesure de le faire, saisissez une clé pour le génie biomédical, parce que sinon, ça ne se ventilera pas parce qu'il n'y aura pas de report automatique. Quand vous saisissez des clés qui ne sont pas celles du report automatique, pensez bien à changer le libellé de la clé. Et donc, vérifiez que ce que vous ventilez en onglet 7 champs sur un champ correspond bien ensuite à la somme des UO des sections du champ sur l'onglet 7 log. Petit point de vigilance, même sur la LM génie biomédical, quand on a le report automatique des UO de l'onglet IMO, dans l'onglet IMO, il y a des montants qui ne peuvent pas se reporter automatiquement. C'est-à-dire que si en onglet IMO, vous saisissez des valeurs brutes d'IMO de matériel médical hors étude, on a le système, enfin le classeur ne répartit pas sur les sections hors études qui sont concernées. Donc, quand vous allez saisir je ne l'ai pas ici, mais quand vous allez saisir vos UO de l'onglet LM génie biomédical, si vous avez des montants qui ont été saisis en onglet IMO hors études, il faudra venir dire sur quelle section hors études ça vient se ventiler. Est-ce que c'est sur du SSR? Est-ce que c'est sur de l'HAD hors études, etc. Donc, même si vous faites le report automatique de l'onglet IMO, enfin, vous utilisez le report automatique de l'onglet IMO en LM génie biomédical, important d'aller faire ce petit contrôle sur toutes ces sections hors champ qui pourraient vous concerner. Ensuite, je vous disais qu'il faut regarder vos ventilations entre 7 champs et 7 logs. Donc, le premier tableau de contrôle que l'on a, c'est sur le 7 champs où vous allez retrouver sur le tableau de contrôle 1.7.11 toutes les données N et N-1. Donc, ça va vous donner vos évolutions de charge de la section. Ça va vous donner également vos évolutions du haut. Donc, ça peut vous alerter sur des variations significatives. Et notamment, toujours pareil, des inversions entre champs. Ensuite, l'onglet 7 log, concerne la section génie biomédical et donc maintenant une section générale qui est également obligatoire. C'est sur la logistique d'hébergement temporaire non médicalisé, où il va falloir ventiler ce que vous avez ventilé en 7 champs sur le champ, il va falloir le répartir en 7 logs sur les différentes sections. Les autres charges de LGG sont facultatives à compléter. Et bien sûr, ce qui a été déclaré en hors étude n'apparaît pas en 7 log, puisque en 7 log, vous ne pouvez ventiler que sur les sections qui vous concernent. Et pareil, bien que ça soit facultatif, certaines sont tout de même complétées, puisque comme elles se complètent automatiquement, donc comme par exemple les ETP,
bien que ça soit facultatif, la LGG va se compléter. La SACG va se compléter aussi, etc. Et là, pareil, pensez bien vos clés, préconisez si vous les changez, pensez bien à changer le libellé de la clé si vous n'êtes pas en mesure ou si vous préférez et que vous avez vu avec votre superviseur que vous allez suivre une autre clé. Et dans ce cas-là, pensez bien à faire le changement sur les deux classeurs, enfin les deux onglets du classeur, pour changer le libellé dans les deux fois. Et vous avez un contrôle ici qui vous permet de vous assurer qu'il y a bien une cohérence entre ce que vous avez fait dans l'onglet 7 champs et dans l'onglet 7 log, c'est-à-dire que les sommes des deux champs sont correctes. Vous avez également un tableau qui vous permet de retrouver, on ne vous l'a pas présenté ou je l'ai passé trop vite, vous avez également un tableau qui vous permet de retrouver si c'est celui-là, où vous avez votre écart entre les deux avec les indiqués en jaune quand les écarts sont significatifs. Voilà. Donc, passez un petit peu rapidement sur le classeur Arcane, mais je sais que j'ai déjà été trop longue. Donc, je ne sais pas si c'est Marie ou Sylvain qui sait s'il y a eu des questions. Alors, il y a eu des questions.